des années 1980. Les usines ferment, le chômage explose, la drogue ravage les quartiers. Les nuits sont longues, bruyantes, parfois mortelles. Et au milieu de cette tempête sociale, un groupe d'hommes ordinaires se réunit dans un sous-sol sombre, entouré de bougies, de couteaux, de fantasmes morbides. Leur nom résonnera plus tard dans les journaux, The Chicago Reaper Crew. Mais en 1981, personne ne sait encore que la ville S apprête à affronter un mal qui défie tout entendement. Un climat parfait pour la terreur Chicago traverse la période la plus violente de son histoire moderne. Les policiers sont épuisés, les médias alimentent le mythe du satanisme rampant. La population vit dans une anxiété diffuse. Dans cette atmosphère saturée d'angoisse, 4 hommes se radicalisent autour d'une idée tordue. La mutilation, la domination et la souffrance seraient enlevées des offrandes, pas à Satan, pas à une divinité, mais à leur chef, Robin Gecht, un psychopathe convaincu d'avoir une mission sacrée. Les disparitions commencent. Entre 1981 et 1982, plusieurs femmes disparaissent, jeunes, précaires, parfois travailleuses du sexe, parfois simplement au mauvais endroit, au mauvais moment. Les corps retrouvés montrent un modus operandi identique, mutilation du sein gauche, traces de torture, blessures nettes et chirurgicales, absence de raisons apparentes. Mais les dossiers ne sont pas immédiatement reliés. Les services sont débordés. Les victimes sont invisibles aux yeux de la société. La camionnette rouge. Un détail revient sans cesse. Une camionnette rouge, lente, silencieuse, qui rôde. Certains la voient, près de bars. D'autres près des stations de bus. Parfois, en plein milieu de quartiers pavillonnaires. Personne ne sait encore que ce véhicule transporte un culte de cruauté. Un groupe de 4 hommes qui se considèrent somme toute comme Pauls, liés par le sang. Le maître, le manipulateur, Robin Gecht n'est pas un criminel lambda. Il a travaillé un temps pour John Wayne Gacy, mais son profil psychologique est différent. Pas de masque social sophistiqué, pas de façade de respectabilité, mais une emprise mentale sur les autres. Il a un charme étrange, froid, hypnotique. Il attire les hommes fragiles, influençables, en quête d'identité. Le mythe du culte. Contrairement à ce que les médias diront plus tard, il n'y a jamais eu de satanisme réel. Gecht invente un culte mélangeant des symboles pseudo-religieux, de fausses prières, des croyances maison, de la pornographie violente, des rituels improvisés. Son but n'est pas spirituel. Son but est le contrôle absolu. Les recrues, 3 hommes sous influence. Le groupe se compose de Edward Spritzer, jeune, influençable, soumis. Andrew Kokoraleis, esprit simple, facilement manipulable. Thomas Kokoraleis, faible personnalité, obéissant aveuglément. Gecht les brise un à un. Il construit autour d'eux une idéologie malsaine. La douleur est un chemin. Le sang est un symbole. Les femmes sont des offrandes. Ils deviennent ses exécutants. Lui reste le maître rituel. La chapelle du sous-sol. Le sous-sol de la maison de Gecht est transformé en salle de torture, lieu de rituel, espace de mutilation, scène de domination psychologique. Des bougies, des draps noirs, un hôtel improvisé. Et le plus terrifiant, des outils chirurgicaux préparés avec soin. Les survivantes décriront plus tard ce lieu comme un temple du mal. Pas satanique, juste le mal sous sa forme la plus pure. Entre 1981 et 1982, le Chicago Reaper Crew enlève et tue au moins 18 femmes. Leur profil, la société ne les verra jamais. La majorité des victimes sont économiquement vulnérables, socialement isolées, souvent ignorées des institutions. C'est ce qui rend le groupe encore plus dangereux. Ils savent qu'ils choisissent des femmes dont la disparition ne fera pas la une des journaux. L'enlèvement, les scènes se répètent. La camionnette rouge s'arrête près d'une femme seule. Les portes s'ouvrent brusquement. L'un des hommes l'agrippe. Elle est tirée à l'intérieur. Les portes se referment. La ville continue de vivre, ignorante. Les rituels de torture. Les témoignages et preuves montrent viol collectif, mutilation du sein gauche avec un couteau spécialisé, profondeur et angle identique d'une victime à l'autre, rituel pseudo-religieux dirigé par Gecht,
utilisation de bougies, prières inventées, consommation symbolique de sang. Le sein amputé est le trophée. La police ne retrouvera jamais la plupart de ces parties du corps. Gesh les conservait peut-être, ou les brûler comme offrande. Les survivantes, des voix qui reviennent de l'enfer. 3 femmes survivent, et leurs témoignages sont glaçants. L'une d'elles, je raconte. Ils riaient comme des enfants jouant. Mais ce n'était pas un jeu, c'était de la folie. Une autre dit. Leur chef me regardait comme si j'étais déjà morte. Leurs récits formeront la base du dossier contre le Reaper Crew. Le culte tombe non pas grâce à une enquête brillante, mais à cause d'un accident. Le kidnapping de trop. Le 6 décembre 1982, le groupe tente d'enlever une jeune femme près d'un parking. Mais un témoin voit la scène. Il prend note, même partielle, de la plaque d'immatriculation. C'est la première brèche. Quelques jours plus tard, une autre victime survit. Elle fournit une description précise de le chef, la camionnette, les rituels, les hommes présents. La police rapproche les événements. Pour la première fois, elle voit un motif. La descente dans la maison de Gecht. Une fois suffisantes preuves rassemblées, la police obtient un mandat d'entrée. Dans le sous-sol, elle découvre des bougies noires, des cordes, des boîtes contenant vêtements et bijoux féminins, des taches de sang, des outils chirurgicaux, une Bible modifiée. Mais surtout, des photos Polaroid de femmes mutilées. Les aveux Spreitzer, Andrew et Thomas Kokoraleis avouent rapidement. Enlèvement, viol, torture, mutilation, présence au rituel. Tous pointent du doigt le même homme, Robin Gecht. Mais Gecht nie tout. Il sourit. Il joue avec les enquêteurs. Il laisse entendre qu'il sait des secrets. Il se proclame guidé par une force. Jamais il n'avouera. Et faute de preuves directes sur les meurtres, destruction, absence d'ADN, victime non retrouvée, il n'est de condamné que pour agression sexuelle aggravée. 120 ans de prison. Les autres sentences, Edward Spreitzer, prison à vie. Andrew Kokoraleis, peine de mort, exécuté en 1999. Thomas Kokoraleis, libéré en 2019, décision controversée. L'opinion publique est outrée. Les véritables dimensions du culte n'ont jamais été pleinement reconnues par la justice. La question centrale demeure. Était-ce vraiment un culte satanique? Les experts répondent non. Pas au sens religieux, il n'y avait pas de doctrine, de textes sacrés, de symbolique structurée, de liens avec des groupes occultes. Il y avait plutôt un psychopathe charismatique, 3 hommes influençables, une obsession pour la mutilation, un rôle symbolique attribué au sang. Le satanisme servait de masque, d'alibi, de justification psychologique. La réalité est encore plus effrayante. Ce culte n'avait rien de surnaturel. C'était un culte de la cruauté humaine. Et c'est précisément ce qui le rend si terrifiant. Chicago continue d'être hanté par ce dossier, non pas parce qu'il évoque le diable, mais parce que il révèle ce que des hommes ordinaires peuvent trop faire sous l'influence de un prédateur intellectuel. Le danger ne provenait pas d'un culte religieux. Il provenait d'une maison modeste, d'un sous-sol banal, d'un groupe d'hommes ressemblant à des voisins. Le diable n'était pas dans un rituel, il était dans leur choix,